s'agit de lutter contre cette hypocrisie. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, parce qu'il me semble que la situation de nos frères de l'espèce humaine permet de les diviser en deux catégories, notamment ceux qui croient tout savoir, et puis ceux qui se rendent compte qu'ils ne savent pas grand-chose. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Or, c'est difficile de se rendre compte qu'on ne sait pas grand-chose, parce qu'on nous offre toujours un spectacle global de la connaissance. Il y a donc une grande mystification dans la façon de faire croire aux gens qui savent, et j'ai l'impression que la vertu, c'est un agent mystificateur extrêmement dangereux. Oui, qui est d'autant plus redoutable qu'il est investi d'une force morale et d'une morale sociale. Absolument. Il a un prestige, il a un poids, ce mot de vertu. Et un poids, comme tous les poids, c'est un poids lourd et un poids qui écrase. La preuve, c'est que je crois qu'on peut constater que la grande majorité des humbles n'emploient jamais le mot vertu. Ils agissent, ils vivent, ils font souvent des choses épatantes. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Il ne revient jamais à l'idée de dire je suis vertueux, ce que je fais est bien, il faut faire ça parce que c'est bien. Ils le font. La vertu, c'est quelque chose qui s'emploie à un certain niveau social. Oui, c'est juste, ça, oui. C'est un peu comme les cas de conscience. Hein. Les cas de conscience, on ne parle pas du cas de conscience du balayeur. Avec cette volonté forte, retrouver, dès que possible, les premiers mai joyeux, chamailleurs parfois, qui font notre nation. De rue, même pas forcément de l'infirmier, pas du paysan, pas de l'ouvrier. Cas de conscience, il faut déjà appartenir à une certaine classe sociale. Et cela ne veut pas forcément dire avoir une conscience très sourcilleuse. Non, exactement. Mais Graham Greene, dans un de ses chefs-d'œuvre, il en a fait des quantités, notamment Notre agent à la Havane, qui a l'avantage d'être particulièrement gai. Il distingue la race des torturables et la race des pas torturables. C'est les pas torturables qui ont des cas de conscience. Et d'ailleurs, il suffit de voir à quelle profession ils appartiennent. Ce sont des curés, c'est des soldats, c'est des juges. C'est des gens nantis, d'une manière générale. Des gens nantis. Il faut l'aborder avec beaucoup d'organisation, de méthode, avec aussi beaucoup de calme. Il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est ça l'esprit qui est le nôtre. Donc moi, je veux rassurer nos concitoyens. Le Premier ministre était il y a quelques instants au Sénat pour aussi expliquer cette stratégie. Dites nantis, ça me fait penser tout de suite que non seulement ils ont du foin dans leurs bottes, mais ils ont autorité sur leurs semblables. C'est toujours des professions qui ont barre sur les autres. Illusoire mais pervers de dire aux gens qui n'ont pas de contraintes et qui peuvent faire tout ce qu'ils veulent et qu'ils sont totalement autonomes. C'est comme si on leur disait qu'ils n'ont pas de pesanteur. Il faut connaître les poids sociaux et les contraintes sociales. Mais il y a ces contraintes nécessaires qu'il faut reconnaître justement pour s'en affranchir autant qu'on le peut. Et puis il y a les contraintes abusives qui relèvent beaucoup plus de l'escroquerie que d'une véritable structure sociale. Et en particulier, ces contraintes vertueuses. D'ailleurs, vous parlez à ce propos dans votre livre d'un certain mécanisme de l'asservissement. Oui, voyez-vous, parce que il y a une dynamique dans la conviction humaine, dans la sentimentalité humaine et dans la conviction humaine. Le type qui se croit vertueux, ou qui se sent tel, ou qui veut passer pour tel, nécessairement, il est amené à considérer le non vertueux comme inférieur. Là, on rentre dans une période où on doit, en quelque sorte, enfourcher le tigre. Et donc le domestiquer. Il ne va pas disparaître, le tigre, il sera là. Et la peur sera là dans la société. Elle ne va pas disparaître. Mais le seul moyen qu'il ne nous dévore pas, c'est de l'enfourcher. De l'extrême droite mystique. Et voilà, lui-même féru d'ésotérisme, il célèbre les hommes que l'épreuve transcende, des guerriers détachés du monde qui s'accomplissent tandis que les autres, les faibles,
crapule. Vous le dites souvent. Vous le citez, cette expression fréquente. Bien sûr, alors que les crapules sont pas plus pires que les autres. Et alors, qu'est-ce qui s'ensuit de choses? C'est que, d'une part, il y a le mépris. Et d'autre part, il y a le désir d'éduquer, de convaincre, de convertir. On veut amener le non-vertu à la vertu. Et on veut l'y amener, pas seulement avec des caresses, mais à coups de pied dans le derrière, ou éventuellement avec le piston. Nous sentons que l'arrêt prolongé de la production de pans entiers de notre économie, que la perturbation durable de la scolarisation d'un grand nombre d'enfants et d'adolescents, que l'interruption des investissements publics ou privés, que la fermeture prolongée des frontières, que l'extrême limitation de la liberté d'aller et venir, de se réunir, de rendre visite à ses proches, à ses parents, présenterait pour le pays non pas seulement l'inconvénient pénible du confinement, mais en vérité celui bien plus terrible du risque de l'écroulement. Sur la nuque. Mais on veut l'y amener peut-être pas forcément non plus pour qu'il agisse bien, mais pour qu'il agisse en dessous de nous-mêmes. Vous avez tout à fait raison, alors. À mon avis, vous avez tout à fait raison, je suis tout à fait de cet avis. On veut qu'il soit dans votre camp, mais pas tout à fait au même niveau. Si vous êtes général, il faut qu'il soit colonel au maximum. Et ça, c'est très rigolo et on le constate toute la journée. Merci à tous ceux qui ont formulé des encouragements au gouvernement. Il en a bien besoin. Notamment dans la vie moderne. Pourquoi le constate-t-on dans la vie moderne particulièrement? C'est pas qu'on parle tellement plus de vertu. On parle de vertu. On parle trop de vertu et c'est ce qui nous met la puce à l'oreille. Mais c'est que la parole, à notre époque, elle est multipliée à l'infini par les masses médias, par les moyens audiovisuels, tout ce que nous appelons l'information. Et par conséquent, cette information, vecteur de connaissance, de solidarité, de prise de conscience, est aussi vecteur de mystification, au point où justement, lorsqu'on parle de vertu, on se trouve nécessairement riche, parce que dans la bourse aux valeurs, la vertu a une cote élevée. Par conséquent, tout le monde, ou en tout cas pas mal de gens, veulent obtenir, sinon la chose, du moins le label de vertu. Et pour ça, eh bien, c'est la libre concurrence, mais la libre concurrence, c'est la loi de la jungle. L'écroulement économique, vous le Non, craignez ? je n'ai pas ces grands mots. Je mesure avec vous le choc massif économique. Tenir cette distinction, puisque c'en est une, on fera n'importe quoi. C'est donc finalement une occasion, un vecteur de corruption, en réalité, plutôt que d'amélioration. Car au lieu de se dire on va faire mieux pour être vertueux, on se dit il faut que je sois vertueux à tout prix. Par conséquent, on fera n'importe quoi pour être vertueux. C'est pour ça que je me méfie des vertueux. Et c'est pour ça que vous écrivez, par exemple, la corruption aurait beaucoup plus de mal à s'étendre. Je le pense. Je le pense parce que j'ai jamais vu un corrupteur ou un corrompu qui ne se targue d'être vertueux. Ça, c'est simplement de la clinique, de la vie quotidienne. Partout où je suis allé, d'abord, j'ai jamais vu un vertueux humble. J'ai jamais vu un vertueux honteux. J'ai jamais vu un vertueux qui tâche de se faire pardonner sa vertu, ce qu'il pourrait faire s'il était trop vertueux, et parce que un type qui serait excessivement vertueux risquerait d'humilier ceux qui le sont moins. Jamais vu ça. J'ai toujours vu des vertueux, le menton haut. On doit en faire un été apprenant et culturel. Robinson, quand le naufrage est là, il ne se prend pas les mains dans la tête en essayant de faire une grande théorie du naufrage. Sinon, d'ailleurs, nous n'aurions jamais écrit le récit de ces miracles. Il prend d'abord du jambon, du fromage, mais il a en lui cette capacité à réinventer une histoire unique. Les épaules effacées, la lippe dédaigneuse, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'aime pas beaucoup ça. Mais retournons à nos classiques, Tartuffe, ces airs doux, oui. Et puis à la fin, c'est la puissance de l'armée, on ne va pas exactement, c'est la puissance des envoyés du roi, qui joue contre ses protecteurs. Oui. C'est la vertu. C'est la vertu, mais Tartuffe est un exemple extraordinaire. Seulement, justement, il faut bien se dire que Tartuffe, parce qu'il a incarné la chose, parce qu'il lui a donné un lustre exceptionnel, en quelque sorte, cantonné le mal, et on se dit, bon, c'est Tartuffe. S'il y a Tartuffe là, il n'est pas ailleurs. Or, Dieu sait s'il y a des Tartuffes un peu partout, et il faut non pas les condamner, mais les désigner, les démobiliser, leur couper les pattes, et il n'y a pas de meilleur moyen que d'en rire. J'aimerais que vous m'expliquiez encore un peu une phrase de votre livre qui m'a beaucoup intéressée.
Je n'ai pas noté l'ensemble de la phrase, mais vous dites à un moment, comme s'il n'y avait de bonnes actions que vertueuses. Donc, deux éléments totalement différents, le bien, la vertu. Oui, bien sûr. Ces bonnes actions, sur le mot bonnes actions, là, vous pouvez me coincer. Non, je ne voulais pas mettre bonne action comme bien pensant. Vous voyez pas entre guillemets. C'était ça que vous attendiez. Oui, bien sûr. Non, je le disais sérieusement. Je ne serais pas du tout être humilié d'être coincé par vous. Mais la différence, justement, c'est que ce qu'on appelle la bonne action, c'est l'action quotidienne, c'est l'action simple. C'est l'action qui n'a même pas besoin d'être qualifiée. À partir du moment où il y a un qualificateur, c'est déjà un juge, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est extérieur aux relations entre deux personnes. On dit « Ah, mais tu as bien agi avec lui. C'est donc que je suis au-dessus et de toi et de l'autre, puisque je peux apprécier ton comportement. » Alors que l'autre trouve peut-être qu'on n'a pas tellement bien agi avec lui. En réalité, on est en face de problèmes humains très profonds, devant lesquels il faut être extrêmement prudent et extrêmement humble, parce que sonder les reins et les cœurs, c'est une blague. Et il s'agit de sonder rien du tout. D'abord, c'est très indiscret, mais il s'agit d'avoir un respect général pour les autres. Je crois que c'est le meilleur moyen pour l'obtenir éventuellement pour soi, sans que ce soit le but recherché. Et pour ça, je lutte contre tout ce qui est des différences artificielles. Il ne faut pas dire à bas n'importe quoi, bien sûr, mais à bas les fictions lorsqu'elles sont empoisonnées